Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. De nombreux débats sont menés actuellement, vous le savez, sur notre avenir énergétique. Comment allons-nous être approvisionnés et à quel tarif va-t-on payer tout cela? Et derrière ces questions, évidemment liées à l'actualité qui se passe à quelques milliers de kilomètres de chez nous, eh bien, il y a des questions qui sont liées à la compatibilité probable, envisagée par certains, du renouvelable, du nucléaire. Pour certains, c'est possible, pour d'autres, ça ne l'est absolument pas. On va en discuter et on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair sur cette thématique-là. Pour en parler, Serge Dauby, directeur du Forum nucléaire belge, bonjour. Damien Ernst, professeur en électromécanique de l'Université de Liège, spécialiste en énergie. Et avec nous, Régis François, président de l'ASBL Biprosumeur, anciennement, donc touche pas à mes certificats verts. Messieurs, simple petite question d'introduction. Nucléaire et renouvelable sont-ils finalement compatibles ? Je dirais que le nucléaire et les renouvelables sont plus que jamais compatibles. Je ne reviendrai pas sur l'actualité parce qu'elle est effectivement dramatique, mais le nucléaire et le renouvelable sont totalement complémentaires puisque le nucléaire n'émet pas de CO2 en production et donc permet aux renouvelables d'être le complément parfait. Et je ferai une distinction entre le renouvelable actuel et le renouvelable de demain. Et je voudrais en profiter pour dire que le renouvelable est plus que jamais une énergie de demain, puisqu'il y a énormément de R&D qui se passe là, donc de recherche et développement, et qu'on a, dans les centrales actuelles, on a un souci effectivement au niveau de la modulation, on peut difficilement moduler. Par contre, au niveau du SMR, cette modulation est tout à fait parfaite. Et donc, on peut la gérer. Et donc, on peut épouser clairement le profil de production du renouvelable, et donc, c'est un compagnon parfait. Damien Ernst. Votre avis sur cette question? Moi, je viens avec des chiffres. Donc, en Belgique, c'est 460 TWh de consommation d'énergie. On est à 20 TWh de renouvelables, 40 à 50 TWh de nucléaire. Donc, on va dire qu'on a 70 TWh de décarboné sur 460 TWh. Donc, il y a de la place pour les deux filières. On peut construire 5 fois plus de centrales nucléaires, 10 fois plus de renouvelables, et on n'a pas encore décarboné complètement notre économie. C'est ça les chiffres. Donc, quelqu'un qui me dit « Oh, le renouvelable nucléaire empêche le développement du renouvelable », j'ai envie de lui dire, il doit reprendre en fait des cours élémentaires pour savoir compter. Ça n'a juste aucun sens quand vous alignez les chiffres. Aucun. Régis François, d'accord sur cette question que l'un pourrait ne pas aller sans l'autre? Pour moi, en tout cas, ils m'apparaissent comme parfaitement complémentaires. Aujourd'hui, Serge a parlé justement des nouvelles technologies nucléaires, des SMR. Je vais juste peut-être préciser, parce que SMR, non, mais pas de problème. Pour les membres, ce sont des Small Modular Reactors, je pense. C'est des petits réacteurs modulables dans lesquels, en fait, aujourd'hui, un Tihange 1, un Doule 1, un Doule 2, un Doule 3, on ne fait pas on-off pour les arrêter ou pour les démarrer. Ce qui, avec ces plus petits réacteurs, est une possibilité. Ils sont beaucoup plus flexibles et donc peuvent être démarrés ou arrêtés beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, comme aujourd'hui, comme aujourd'hui lors de notre Assemblée Générale, on avait moins 40 € le mégawattheure en pleine journée sur les tarifs de gros, extrêmement cher le soir, eh bien on pourra à ce moment-là arrêter ces réacteurs et laisser la pleine possession aux renouvelables de venir à ce moment-là alimenter l'ensemble des foyers. Maintenant, ce n'est pas non plus, je pense, pour demain, mais encore une fois, en termes d'énergie décarbonée, parce qu'on en est bien là, oui, je pense qu'évidemment, ces deux technologies sont parfaitement compatibles. Serge Dauby, évidemment, et pour beaucoup se pose la question de la sécurité. Et de la sécurité d'approvisionnement, c'est une chose, mais la sécurité tout court de nos centrales. Parce qu'on entend maintenant évidemment fortement parler de prolongation de 2 réacteurs, de 5 réacteurs en fonction du parti qui défend sa position. Mais beaucoup disent, oui, mais on est en train de prolonger des choses très vieillissantes, pour lesquelles on entend parler d'investissements difficiles à réaliser. Et donc forcément, si c'est vieillissant, c'est peut-être moins sécurisé, et donc les gens ont un peu peur. Je ne vais pas revenir sur la problématique de la prolongation ou pas, c'est un débat politique, donc fatalement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que le monde nucléaire et le secteur nucléaire, l'industrie nucléaire, fait partie des plus surveillés du monde industriel. Ça veut dire qu'il y a plus d'un audit indépendant, donc par des auditeurs indépendants, qui est fait par semaine sur les sites nucléaires. Ce qui veut dire que si ces sites n'étaient pas en règle et pas aux normes, il serait tout simplement fermé et ça s'est déjà produit. Donc il ne faut pas croire que c'est quelque chose dont on parle et qui n'arrive jamais. Ça s'est déjà produit, pas en Belgique, parce qu'en Belgique, la sûreté est assurée de toute façon et quoi qu'il en soit, dans chaque action quotidienne de chaque membre des gens qui travaillent sur les sites. Donc de ce côté-là, il n'y a absolument aucun souci, c'est vérifié et
totalement gérée. Alors, derrière, il y a la logique, effectivement, du fait qu'ils soient soi-disant vieillissants, ces centrales. Ces centrales sont maintenues. Il y a quand même plus de 200 millions d'euros qui sont payés par an uniquement pour renforcer la sûreté. Renforcer la sûreté, ça ne veut pas dire qu'elle n'est inexistante. Ça veut dire qu'on se base sur les meilleurs standards existants au niveau mondial et on upgrade on augmente la possibilité technique de ces centrales pour qu'elles atteignent les meilleurs standards. C'est très difficile à entendre que les centrales soient vieillissantes. C'est parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, le pouvoir politique a décidé que c'était à 40 ans qu'on limitait les centrales. Dans d'autres pays, c'est 60 ans. Et aux États-Unis, on parle de 80. Et donc, on est à la moitié de la vie de la centrale à 40 ans. Donc, j'ai envie de dire... Si on dit qu'elles sont vieillissantes chez nous, c'est parce qu'elles sont moins bien construites. Parce qu'évidemment, on est en train de se poser la question. Non, je crois qu'il y a peut-être un message anxiogène qui est voulu par certains et qui n'est absolument pas ressenti comme ça par les gens qui y travaillent. Vous savez que plus de la moitié des gens qui travaillent sur les sites, il y en a quand même 2000. Il faut rappeler qu'il y a quand même 2000 professionnels du nucléaire qui travaillent tous les jours sur les centrales, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Noël comme nouvelle année. Et donc, ces gens, quand ils travaillent, ils y amènent leurs enfants, leurs familles. Si ces centrales étaient dangereuses, je ne crois pas qu'ils iraient travailler à côté. Et donc, c'est ça qui est très compliqué. C'est que face au message anxiogène qu'on entend, eh bien, les gens qui sont sur les sites ne comprennent tout simplement pas de quoi il s'agit, puisque ce n'est vraiment pas le paradigme dans lequel ils vivent au quotidien. J'entends souvent parler de micro-fissures, et pour le grand public, micro-fissures, si on ne fait rien, et pour l'instant on ne fait rien, une micro-fissure, ça peut devenir une faille. Alors c'est très alarmiste, je vous l'accorde, mais on est là aussi pour rassurer, peut-être, ou au contraire pour dire que oui, les craintes sont fondées. Donc on parlait le terme exact, c'est des hydrogen flakes, des flocons d'hydrogène. Ce sont des défauts d'hydrogène, des petites bulles d'hydrogène, qui est un peu comme une feuille comme ça, qui sont parallèles. Donc vous avez la cuve comme ça, elles se mettent un peu comme ça. Donc il y a eu à un moment donné une peur que ces hydrogen flakes, ces bulles d'hydrogène, aient un côté évolutif en fait, donc que la cuve s'abîme plus vite. Donc il y a eu d'abord énormément d'études qui ont montré en fait que ce risque-là, qu'elle était probablement là dès la création de la centrale, que ce risque était très faible. Et puis ces centrales, on les monitore maintenant d'année en année, ces bulles d'hydrogène, et on remarque qu'elles ne bougent absolument pas. Donc autant il pouvait y avoir une question scientifique il y a quelques années ouverte quant au fait que ces bulles pouvaient avoir un côté évolutif ou pas, autant cette question est tranchée. Et tous les résultats, enfin toutes les analyses faites en fait sur ces cuves montrent qu'elles sont parfaitement stables. Donc on va fermer par exemple Tihange 2 et Doel 3, enfin Doel 3 cette année et Tihange 2 l'année prochaine, on peut parfaitement les prolonger aussi, ces centrales. Je sais bien que c'est un tabou, puisqu'on a tellement dit attention aux centrales fissurées, centrales fissurées, centrales fissurées, mais quand vous analysez la science, la meilleure des sciences, elle vous montre en fait qu'elles sont parfaitement sûres. Serge Doubi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste un élément. Je laisse en général les chiffres à Damien parce qu'il les connaît très très bien et c'est un professeur, donc je le laisse certainement faire. Mais je vais en citer deux. Cette inspection qui a été faite au niveau des défauts dus à l'hydrogène, c'est 90 000 heures d'audit, 90 000 heures de calcul, 130 experts mondiaux qui ont travaillé sur le sujet et qui ont vérifié les calculs qui avaient été faits et qui tentaient, et qui l'ont tout à fait démontré, qu'il n'y avait absolument aucune évolution et que le phénomène, était connu, il était connu lors du forgeage. Au niveau de la scierie, au niveau de la métallurgie, c'est quelque chose qui est tout à fait connu. Et donc, ces défauts de l'hydrogène sont là dès le forgeage, c'est ce qui a été démontré par calcul. Et aujourd'hui, à un moment donné, la FCN a donné son accord pour qu'il soit relancé. C'est pas un hasard, c'est le reflet de la qualité du travail qui a été fait et surtout du fait que ça ne bouge pas. Du reste, ces centrales aujourd'hui, il faut savoir qu'elles continuent à être inspectées. C'est pas parce qu'on a fait ces inspections en 2012-2015 que tout arrête. On vérifie. Et ce qui est important dans ces centrales, c'est qu'il n'y a aucun pays, aucune centrale qui connaisse autant ces deux centrales-là au micron près. Ça veut dire que chaque micron de la cuve est connu parce qu'on a fait tourner dedans un appareil qui a donné toutes les informations et qui prend des photos. Et ces photos, elles sont faites sur base régulière, à chaque fois qu'il y a une maintenance pour rechargement de combustible. Et qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie que les indications n'aient pas bougé. Eh bien, ces indications qui ne sont de quelques microns, donc il faut quand même les détecter, mais les appareils existent, n'ont pas bougé d'un micron. Elles sont
resté au même endroit. Elles n'ont pas évolué en grandeur, elles n'ont pas évolué en nombre, elles n'ont pas évolué en distance, elles sont au même endroit. Ce qui prouve que la stabilité, elle est totale dans ce domaine-là. Vous entendez, on entend beaucoup parler de compatibilité, c'est comme ça qu'on a commencé, on entend maintenant parler de centrale sûre, et est-ce que finalement, l'effet pervers de parler à ce point de centrale sûre ne risque pas d'être de dire pour les gens, moi j'ai pas besoin de passer au renouvelable, puisque le nucléaire est à ce point sûr? Mais je pense qu'en fait, il faut justement ne pas les opposer du tout. Le nucléaire, on a aussi un de ses grands défauts, c'est la gestion des déchets. Alors la gestion des déchets, voilà, ce n'est pas non plus, on ne parle pas, je pense, de quantité absolument astronomique, ni de taille de terrain de football à gérer en termes de fûts, mais ils sont là. Maintenant, il y a quand même des projets en recherche et développement aujourd'hui, et notamment en Belgique, si je ne m'abuse, avec un projet comme Mira, dans lequel, en fait, on a finalement quelque chose qui est développé ou est en cours de développement pour retraiter, réutiliser ces combustibles, entre guillemets, et les retraiter complètement pour qu'ils soient inertes. Alors, je ne suis pas du tout expert dans le domaine, mais ce que je veux dire par là, c'est que au même titre avec Mira, dans 10, 20, 30 ou peut-être 40 ans, quand le projet sera arrivé à terme, on a aussi, au niveau des panneaux photovoltaïques, ne prenons que ça, le recyclage. Souvent, on me dit, ouais, mais le recyclage des panneaux photovoltaïques, on ne sait pas les recycler. Bon, en grande partie, aujourd'hui... On va même dire qu'on va les mettre dans des terrains, qu'on va les enterrer, on sait aujourd'hui les retirer. C'est arrivé aux États-Unis où on enterrait des pales d'éoliennes. Enfin, on a tous vu ces images dans lesquelles, ben voilà, aujourd'hui, les pales d'éoliennes, et notamment des premières éoliennes, ben oui, sont en fibres, ciment, résine et autres, où là, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et elles vont alimenter des fours de cimenterie. Donc, je crois qu'il faut regarder surtout, la sécurité, évidemment, c'est important. Un panneau photovoltaïque peut être également dangereux. On ne s'imagine toujours pas, mais un panneau endommagé, un panneau fissuré à un endroit, on peut atteindre des températures de pratiquement 1000 degrés au niveau de la fissure, au niveau de la rupture. C'est déjà arrivé notamment où des panneaux brûlaient par l'arrière. Donc, il faut toujours, évidemment, maintenir également une certaine, je pense... normes ou se dire que voilà, ces deux techniques, ces deux technologies que nous avons à portée de main aujourd'hui, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elles ont un objectif commun, c'est le zéro carbone. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Absolument. On parle aussi beaucoup en Belgique de 100% renouvelable. Alors voilà, ça c'est un vœu peut-être encore un peu pieux, mais 100% renouvelable, allons-y. Et 100% renouvelable égale pour beaucoup un pays rempli d'éoliennes. Est-ce que c'est d'abord vraiment envisageable et est-ce qu'on va vraiment vers un pays un jour rempli d'éoliennes? Damien Ernst. Bah écoutez, donc 100% renouvelable, encore une fois, je reviens avec le même chiffre, on a 460 TWh d'énergie à les produire avec du renouvelable, c'est 50 000 éoliennes comme celles que vous voyez le long de l'autoroute des 3,5 MW. Maintenant, on en a 1200 en Belgique. 50 000 éoliennes, donc vous direz faire plus ou moins x 50. Et encore, je mets de côté tous les produits de fluctuation des énergies. Je parle sur une quantité d'énergie produite sur une année. C'est quand même beaucoup, 50 000 éoliennes. Et voilà, vous n'allez pas avoir la place pour ça. Vous allez peut-être pouvoir doubler ou tripler le parc d'éoliennes en Belgique, arriver à 5 000, mais pas à 50 000. Donc il y a toujours un problème, un facteur x10 dans de grandeur. Donc encore une fois, la personne qui dit allez, du 100% renouvelable en Belgique et qui le répète en plus à longueur de mois, mais je me dis, mais comment est-ce que c'est possible dire, mais non, mais ça doit être un de nos objectifs. 50 000 éoliennes, géographiquement, on s'entend. Simplement, sur la on Belgique, a la place. Quand même, on a la place pour se poser 50 000 éoliennes. Non, ce serait... Non. En plus, 50 000 éoliennes, attention, quand vous commencez à développer d'immenses champs éoliens, c'est plus ou moins la moitié de la Belgique vraiment qu'une ferme éolienne. On doit toucher à ça. Quand vous commencez à développer un champ éolien de cette taille-là, vous avez ce qu'on appelle des phénomènes de cannibalisation du vent. Donc, le vent est pris par la première éolienne, alors vous en avez moins pour les suivantes, et à un moment donné, vous changez. Quand vous faites développer ces processus industriels, vous les installez en masse, vous changez même localement le climat. Il faut quand même faire attention, il faut faire très très attention. Alors, on pourrait y aller avec des panneaux photovoltaïques aussi, pas que des éoliennes. Mais alors, ça veut dire combien de panneaux photovoltaïques? 3000 km² de panneaux photovoltaïques. C'est plus ou moins la province de Liège couverte de panneaux photovoltaïques. Ben voilà, le problème est réglé. Oui, et on peut même recouvrir le standard cette année. On ne les aime pas, le standard, parce qu'ils ont fait de mauvaises performances. Oui, d'accord, mais OK, admettons même, problème réglé, on met 3000 km² de panneaux photovoltaïques en province de Liège. C'est quand même fort embêtant avec le PV. Pourquoi? Parce que pendant la période la plus ensoleillée de l'année, des 6 mois les plus ensoleillés, vous produisez 3 fois plus d'énergie que pendant les 6 mois les moins ensoleillés. Donc, il faut faire passer cette énergie-là vers l'hiver avec de l'hydrogène, comme M. Boucher en avait parlé sur le débat
précédent, donc synthétiser peut-être de l'hydrogène, mais quand vous synthétisez de l'hydrogène, électricité, hydrogène, hydrogène, électricité, vous perdez quand même 60%, 60-70%, donc ça va faire augmenter en fait le nombre de panneaux que vous devez avoir, donc on serait plutôt à 5-6 000 km de panneaux, et là, les gens en dehors de la province de Liège risquent aussi de voir une partie de leur province recouverte de panneaux. Oui. Moi, je voudrais revenir sur un point que Régis a pris, que je partage bien sûr, c'est le fait qu'il faut arrêter d'opposer le renouvelable au nucléaire, c'est clair, je ne vais pas revenir sur l'explication. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les small et modular réacteurs, donc ces fameux SMR, on aura aussi dans une seconde phase, et ce n'est pas à l'horizon 100 ans, hein, c'est quelques années, on va avoir une production d'hydrogène qui sera possible également. Or, j'ai énormément entendu parler d'hydrogène aujourd'hui, qui est également de nouveau un complément qui va être nécessaire, qui l'est déjà pour faire les batteries. Et donc, c'est effectivement un élément sur lequel le SMR pourra agir. De même que le SMR pourra également produire de la chaleur. Donc, on peut très bien imaginer que sur certains zonings, il y a un SMR. Alors, le SMR, ça fait grosso modo, ça prend moins de place qu'une grande centrale, ça fait grosso modo un stade de football, un terrain de football. Eh bien, on pourrait imaginer que ça se trouve du côté, par exemple, d'un site industriel avec de gros consommateurs, ou près d'un endroit où les logements sociaux nécessitent d'avoir un réseau vapeur, un réseau chaleur, et on pourrait trouver des logiques terriblement créatives sur ce dossier-là, uniquement parce que la technologie de ce SMR le permet. Et je voudrais juste donner un tout petit élément au niveau des déchets nucléaires, non pas que je tiens à faire l'après-midi là-dessus, mais il faut savoir que ça représente donc, grosso modo une canette de coca par habitant depuis 40 ans. C'est pas énorme. Pas énorme, non. C'est pas énorme. Voilà, donc il faut remettre en perspective. Parce que de nouveau, moi, ma volonté n'est pas de raconter des images de bisounours, mais c'est aussi d'arrêter l'anxiogénité qui a prévalu et peut-être une certaine désinformation. Mais non, c'est assez amusant. Donc, il parle des SMR donc pour chauffer les immeubles. Hein, donc, un réacteur nucléaire fait de la chaleur. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais ça se fait aussi sans SMR. Il y a par exemple des gros réacteurs, comme ceux qu'on a à Tihange, de 1000 MW, des AP1000, en fait, de construction américaine, qui sont maintenant utilisés, en fait, pour chauffer des villes de 10 millions d'habitants en Chine. Donc, la Chine a toujours favorisé le chauffage urbain, hein, des régimes communistes. Ben, vous connectez, en fait, votre réacteur nucléaire sur le chauffage urbain. Et j'ai envie de vous dire, en quelques heures, vous avez décarboné complètement votre filière habitation. Donc pas besoin nécessairement d'isoler, d'avoir des logements passifs. Vous avez juste une source d'énergie décarbonée. Mais voilà, quelques minutes pour faire le point sur cette compatibilité que l'on a défendue ici et vous étiez assez sûr de votre coup. Non, effectivement, ne pas opposer l'un à l'autre, c'est peut-être la phrase qu'on retiendra pour voir comment notre énergie va évoluer dans le futur. Grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo proposée à l'occasion de l'Assemblée générale du 13 mars 2022, Assemblée générale à l'occasion de laquelle l'ASBL touche pas à mes certificats verts est donc devenue Biprosumer, un nouveau nom et un nouveau logo auquel il faudra s'habituer, y compris sur les plateaux de télé. Voilà. On va essayer de ne pas confondre. Grand merci à vous d'avoir suivi ces vidéos et à très bientôt.